Alors, regardez. La première des choses que vous voyez maintenant, et j'espère que vous vous rappelez bien l'année dernière de ce qu'on a déjà vu, on a dans l'image que vous voyez deux acteurs. Le premier acteur, c'est le microprocesseur, ça. Le deuxième acteur, c'est le programmeur. D'accord? euh, Pour les questions, on va les laisser juste après la fin, d'accord? Après la fin, vous pouvez poser les questions. Alors, on a deux acteurs, un processeur et un programmeur. Alors, vous savez bien qu'un programmeur, son rôle, c'est quoi? C'est d'écrire un programme dans un fichier. OK? Alors, quand le programmeur écrit un programme dans un fichier, ce programme doit être exécuté, doit être marché sur un moteur. Il doit être fonctionnel. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, il y a un agent un matériel qui exécute les instructions d'un programme écrit par un programmeur. Mais il fallait avoir une mémoire RAM qui contiendra les différentes instructions d'un programme. D'accord? Maintenant, le programmeur charge son programme dans la mémoire principale, oui. Ensuite, le processeur lit les instructions du programme et les exécute l'une après l'autre. Oui, il commence par la première, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que ce programme que vous voyez est valable pour n'importe quelle famille de processeurs? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que ici, on travaille avec, dans cet exemple, c'est l'exemple d'Intel, ça veut dire la famille Intel, Core i9. D'accord? Et vous savez très bien que lorsque le constructeur fabrique un microprocesseur, normalement, il y a un langage que ce processeur doit comprendre. Et aussi, bien sûr, le processeur ne peut pas comprendre tous les langages. Et quand je parle de langage, je parle des langages de bas niveau. Je ne parle plus de Java, je ne parle plus de C++, de Python, de PHP. Non, je parle seulement des langages de bas niveau. Et les langages de bas niveau, le langage le plus connu s'appelle l'assembleur. Donc les instructions que vous voyez ici sont écrites en utilisant l'assembleur. Alors, il y a quelques petites différences concernant les instructions et les registres, ici, pour chaque microprocesseur. C'est pour cela. Un programmeur, quand il écrit un programme en assembleur, avant de l'écrire, il doit savoir en avance ce programme qui est écrit dans un langage de bas niveau comme l'assembleur sera exécuté par quelle famille de processeurs? Il y a la famille 86, il y a la famille 64 bits, il y a la famille Motorola, il y a la famille Intel, et ainsi de suite. Il y a plusieurs familles de microprocesseurs. Donc, la question qui se pose, j'ai dit, est-ce que ce programme est valable pour n'importe quelle famille de processeurs? Bien sûr, non. Donc, la solution, c'est quoi? Est-ce que le programmeur est obligé d'écrire un programme pour chaque type de microprocesseur? Non. Non, ce n'est pas une solution. D'accord? Donc, j'ai dit chaque famille de CPU, quand je dis CPU, c'est la même chose que le microprocesseur, propose ses propres instructions. Alors maintenant, on verra une autre problématique. On a un processus A et un processus B. Alors, pour le processus A,
on a des instructions et pour le processus B, il y a encore d'autres instructions. Mais vous allez voir que ce sont les mêmes instructions. Move add move div, move add move div. Donc c'est presque le même programme. Mais là, qu'est-ce que vous remarquez? Les données ici sont différentes. Donc, un programme écrit je répète, un programmeur écrit deux programmes, programme A et programme B. Il les envoie vers la RAM pour qu'elles soient exécutées avec le microprocesseur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et quel est l'ordre d'exécution de ces instructions? C'est-à-dire, lorsque le programmeur envoie les deux programmes en même temps, est-ce qu'on va commencer par le processus A ou bien le processus B? C'est ça l'ordre, on ne sait pas. D'accord? Donc, il faut avoir un ordonnanceur qui gère les processus. Alors ça, c'est juste un simple exemple qui met deux programmes A et B en concurrence. Donc, deux programmes en concurrence. Et supposons qu'on a des centaines et même parfois des milliers de processus qui sont en concurrence. Est-ce qu'on va commencer par le premier et laisser les autres attendre ou bien quoi? Ça, c'est une situation maintenant difficile. Je répète, il faut avoir un ordonnanceur, un autre programme qui ordonnance, qui choisit quel est le processus qu'on doit exécuter en premier. Alors, comment mettre maintenant les instructions et les données dans la mémoire? Encore ça, c'est très important. Normalement, j'ai dit que le programmeur, quand il envoie les instructions d'un programme, il les envoie tout d'abord vers un programme. OK? Il y a un problème, un petit problème. Alors, les instructions et les données sont enregistrées sur la RAM, mais on ne sait pas dans quel endroit. On ne sait pas dans quel endroit les processus, les instructions et les données sont enregistrées dans la RAM. Ça veut dire qu'il faut avoir un mécanisme pour gérer la mémoire. C'est-à-dire, pour dire cette donnée, cette 7 va être où, et cette 6 va être où, et ainsi de suite. Alors finalement, il nous faut une interface intermédiaire entre un utilisateur, ou bien un programmeur, et le matériel. Cette interface s'appelle le système d'exploitation. Donc, c'est le système d'exploitation qui gère le matériel, les données et les processus. On a de différents systèmes d'exploitation. Généralement, il y a deux grandes familles. Il y a les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs, pour les PC, et des systèmes d'exploitation pour les smartphones. Alors, par exemple, on a l'Apple, l'iOS, d'accord? L'iOS qui s'installe sur les machines Apple. On a Linux et Windows pour les machines. Et on a l'iOS pour les iPhones, Android pour la quasi-totalité maintenant des smartphones. Et on a le BCD pour plus ou moins, donc c'est pas trop connu, mais il y a quelques smartphones qui utilisent ce système-là. Alors la définition d'un système d'exploitation, en fait, c'est quoi? Donc tout simplement, c'est un logiciel. C'est un ensemble de programmes, ou bien un grand programme, qu'on doit l'appeler désormais un système. Donc, puisqu'il y a plusieurs programmes qui forment toute une infrastructure logicielle, on peut l'appeler un système. En anglais, ça s'appelle Operating System. C'est tout simplement un logiciel qui, dans un appareil électronique, c'est lui qui pilote les dispositifs matériels et reçoit les instructions de l'utilisateur ou d'autres logiciels ou applications. Ces logiciels doivent être adaptés à un système d'exploitation. Je répète.
On a un utilisateur qui utilise des applications. Les applications, normalement, ne connaissent pas le matériel informatique. Alors moi, en tant qu'utilisateur, ou bien programmeur, quand je développe un site, ou bien quand je développe une application, cette application, normalement, doit marcher sur un système d'exploitation. Pourquoi? Parce que moi, en tant que développeur, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur l'architecture interne des systèmes d'exploitation. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on doit utiliser un système d'exploitation. Auparavant, il y avait des problèmes de système d'exploitation. Quand on développe une application qui marche sous Windows, cette application ne marche plus sous Unix. Donc on est obligé de développer une application, une version Windows, une version Linux, une version Android, une version iOS, et ainsi de suite. Ça, c'est un problème. Même aujourd'hui, la plupart, donc je dis presque la totalité des applications qui s'installent sur Windows ne s'installent pas sur Linux. Donc il faut créer une autre version, comme par exemple Google Chrome. Donc ils ont créé une version Google Chrome qui marche sous Linux. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de logiciel de bureautique comme Word, Excel et PowerPoint de Microsoft. Donc Microsoft ne pourra jamais créer une version Linux. Pourquoi? Parce qu'il tout simplement il ne veut pas casser ou bien dévaloriser son système d'exploitation Windows. Donc si Microsoft crée un logiciel comme Word, Excel, donc c'est comme s'il dit à tout le monde, vous pouvez utiliser Linux à la place de Windows. Et ça, normalement, c'est pas logique. Alors, on parle un petit peu de pilote. C'est quoi? Alors, un utilisateur utilise une application, un logiciel par exemple. Un logiciel pour graver un disque dur. Pardon, pour graver un CD. Ou bien un logiciel pour copier-coller ou autre chose. Ou bien pour faire des captures, comme une caméra. Alors, il y a des applications normalement qui s'installent sur le système d'exploitation. Et donc, le système d'exploitation, comment il peut savoir les divers matériels qui sont branchés avec l'ordinateur. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le pilote. Il y a un pilote audio pour que le système d'exploitation connaît les haut-parleurs. Et un pilote vidéo pour connaître quelle carte graphique on a. Et ainsi de suite. Donc, les pilotes sont obligatoires pour un système d'exploitation. Il fallait juste savoir que si un matériel a été créé après la création du système d'exploitation, on trouve parfois des problèmes de pilote, ou bien ce qu'on appelle aussi drivers. D'accord? On peut les appeler des drivers. Ensuite, alors un pilote, tout simplement, c'est quoi? C'est un programme qui permet d'assurer la liaison entre un système d'exploitation et un périphérique. De ce fait, les périphériques composants d'un ordinateur, par exemple une carte mère, une carte son, ont besoin de leur propre pilote pour pouvoir fonctionner. Alors, est-ce que le système d'exploitation, normalement, inclut tous les pilotes possibles? Bien sûr, non. Mais c'est pourquoi parfois Windows vous demande de faire une mise à jour. Alors, une mise à jour qui permet de connaître un matériel, okay? Et pour ne pas aller chercher une clé ou bien sur internet, c'est pas la peine d'aller chercher le pilote. Il existe déjà dans la mise à jour des pilotes. Sinon,
si vous avez un nouveau matériel, un nouveau périphérique, qui n'est pas encore mis dans la mise à jour du système d'exploitation, toujours, quand vous achetez un matériel, quel que soit scanner, imprimante, webcam, n'importe quel matériel, toujours le fournisseur ou bien le vendeur vous donne avec le matériel un petit CD-ROM, bien un petit DVD-ROM qui pourra être utilisé pour installer le pilote. Alors, les drivers sont développés par les fabricants du matériel auquel ils correspondent. Donc, c'est eux, les fabricants du matériel, qui ont suffisamment d'expérience et de connaissances sur leur matériel. Donc, c'est eux le plus susceptible à donner des meilleurs pilotes. Alors, j'ai une question maintenant. Un disque dur. Est-ce qu'il a besoin d'un pilote ou non? Alors, vous pouvez répondre maintenant sur le chat. Hein. C'est pour cela qu'on a utilisé Microsoft Teams. Bon, vous pouvez répondre. Hein? On n'a pas besoin. Voilà. Oui, donc le disque dur fonctionne sans pilote. D'accord. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et lorsque vous voulez installer un système d'exploitation, lors de l'installation, je dis, lors de l'installation, comment le système d'exploitation va reconnaître la marque de votre disque dur et aussi la capacité sans avoir un pilote. Donc il faut un programme qui permet de faire ça. C'est lui qui donne la capacité et tout ça. Oui, je dis, donc le pilote normalement, pour quelques matériels comme la mémoire, comme le microprocesseur, comme le disque dur, leur pilote normalement se trouve au niveau d'une petite puce qui s'appelle le BIOS. C'est pour cela, si vous avez un ordinateur où il n'y a plus de système d'exploitation, vous pouvez ouvrir votre BIOS. Ça, c'est un autre système d'exploitation créé par le fabricant. Je dis, le fabricant de votre machine, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il fabrique la machine? Alors, lorsqu'il fabrique la machine, il sait bien qu'il va mettre à l'intérieur un disque dur de type Samsung ou bien un disque dur de type Seagate ou bien autre. Donc, c'est pour cela qu'il intègre au niveau de son BIOS tous les pilotes possibles. Mais généralement, on ne trouve pas de grande différence au niveau du disque dur. Parce que presque la plupart des disques durs possèdent des pilotes universels, des pilotes standards. Donc on n'a pas besoin d'utiliser, d'installer un pilote. Donc il existe déjà au niveau du BIOS. Mais bien sûr, oui, c'est ce que je viens de dire, il existe. Donc on a besoin d'un pilote. D'accord? Donc le pilote, comme j'ai dit, se trouve au niveau de BIOS. Pour charger un système d'exploitation, vous avez besoin d'accéder au disque dur. Or, comment faire pour accéder au disque dur si votre système d'exploitation n'est pas encore installé, bien chargé? Donc c'est le BIOS qui joue ce rôle-là. C'est lui qui possède le pilote. Voilà, donc c'est ça la réponse. C'est le BIOS qui, au démarrage de l'ordinateur, agit tel un système d'exploitation en permettant aux composants vitaux comme la carte vidéo, le disque dur et ainsi de suite, le clavier même, de démarrer grâce à des pilotes standards. Alors, même
parfois, on trouve qu'il y a du matériel qui s'appelle matériel plug and play. D'accord? Plug and play, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire ce sont les matériels qui marchent automatiquement lorsqu'on les branche. Ça veut dire, il y a des imprimantes où à l'intérieur de l'imprimante, il y a le pilote. Donc on ne vous donne pas le CD, d'accord? Le disque du pilote, mais on vous donne juste l'imprimante. Il suffit de brancher l'imprimante et le système d'exploitation va se connecter à une petite mémoire de ce matériel. Il va découvrir qu'il y a un pilote à l'intérieur. Automatiquement, il va l'installer et c'est bien sûr c'est le pilote de ce matériel qui permet de faire connaître le périphérique à l'ordinateur.